Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM, il est midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, Elie Mandour, accompagné à sa dernière demeure, levé du corps ce matin à l'hôpital principal. Le cortège funèbre doit se rendre à Poufoune, dans la commune de Khombol, où va reposer le père de Youssou Ndour. Le président du conseil d'administration du groupe Futur Média, Elie Mandour, donc, est décédé hier à l'âge de 98 ans. Accusation contre accusation, le maire de Sangalkam et des jeunes de Keur Ndiaye Lo se crêpent le chignon. À l'origine, un litige foncier. Le monde du travail qui garde espoir et dit attendre beaucoup de la rencontre du 27 février prochain avec le Premier ministre. Parmi les exigences, la préservation des acquis et la revalorisation du statut du travailleur. Souleymane Niang, sur cette antenne, vous l'avez promis hier, eh bien c'est effectif, le dossier de ce midi sur la décadence de la diplomatie sénégalaise. Notre pays semble perdre son image et sa notoriété sur le plan international. La gestion des finances publiques, un sujet d'actualité suite au rapport de la Cour des comptes. Le sujet a été au cœur des préoccupations lors du Gamou de Thiénaba. Le grand journal à suivre les actualités internationales. Nous irons en République démocratique du Congo. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter de la crise que traverse le pays. Et puis en Côte d'Ivoire, retrait des militaires français, la base de Port-Boué libérée à partir d'aujourd'hui. Le sport, ce sera avec Youssouf Boyan et c'est lui-même Youssouf qui va parcourir les journaux qui nous sont parvenus ce jeudi. Point de vue, réduction annoncée du train de vie de l'État. Quel impact et sur quel levier appuyer pour sa mise en œuvre? Élément de réponse avec nos deux intervenants. Rendez-vous en fin de journal. Barthélémy Ngom. À la technique Kader Lo, bienvenue à tous. Boubacar Dieng, bonjour. Bonjour Barthélémy. Vous étiez à l'hôpital principal de Dakar ce matin donc pour assister à la levée du corps de Elimane Ndour. C'était tout à l'heure. Exactement Barthélémy, c'était tout à l'heure vers les coups de 11h passées de quelques minutes. D'ailleurs, je reviens donc de cette cérémonie de levée du corps, comme vous l'avez dit. Et les témoignages que nous avons pu collecter, ils sont tous unanimes parce que j'ai eu à parler avec Adama Sow, donc qui a cheminé 30 ans avec la famille Ndour. Lui, il retient donc de El Hadji Elimane Ndour, donc qui est décédé hier soir. Un homme bon, donc sa bonté, mais aussi le retient d'Elimane Ndour, sa fermeté concernant l'éducation de ses enfants et son sens du travail. Même étant très âgé, il l'a dit et beaucoup d'autres sont revenus là-dessus. Il a continué à travailler. Il ne s'est pas dit que c'est Youssou Ndour, la star planétaire, qui est mon fils, donc je me repose, mais il a continué à travailler jusqu'à l'âge de 85 ans. Bouba Ndour, son fils, a eu à faire ce témoignage-là aussi. Donc quand il a pris la parole, il faut retenir qu'il y a eu aussi la présence donc, du monde de la culture, les artistes, les communicateurs traditionnels et même les politiques étaient présents, de même que certaines personnes qui sont venues juste pour témoigner le compagnonnage entre leur père et Feu El Hadji Elimane Ndour, donc un compagnonnage donc qu'ils ont voulu donc respecter, raison pour laquelle ils sont venus dire un dernier au revoir à El Hadji Elimane Ndour, qui, je le rappelle, sera inhumé dans quelques instants à Khombol, plus précisément à Koufoun. Koukoun, merci beaucoup Boubacar Dieng, levé du corps donc tout à l'heure à l'hôpital principal, vous l'avez dit. Elimane Ndour, le père de Youssou Ndour, président du conseil d'administration du groupe Futur Média, va donc reposer à Poufoune dans la commune de Khombol. Paix à son âme, et je réitère également les condoléances de l'ensemble du personnel du groupe Futur Média à Youssou Ndour, à la famille, mais également à Youssou Ndour, donc à la famille, mais également à toutes ces personnalités qui ont connu et fréquenté Elimane Ndour. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les impactés du train express régional de Dakar, très remontés contre la Banque africaine de développement et la PIX, ils ont été exclus de la réinstallation du site de la Croze. Les autorités ont décidé de recaser uniquement les ménages de Rufisque et Pikine. Les impactés du département de Dakar exigent un traitement équitable. Mohamedou Faye, responsable des jeunes impactés donc du TER avec Salimata Aou. D'après notre réunion d'hier, le 19 février 2020, avec des envoyés de la BAD, Banque africaine de développement,
et de l'APIX, nous avons eu comme information que le département de Dakar ne fera pas partie du recasement car sur le site de Lagrose qui comporte 40 hectares qui va ressortir 1500 logements, les habitants de Dakar ou les impactés de Dakar n'auront pas de place là-bas car 1500 parcelles ne peut pas contenir plus de 2000 familles, 2000 impactés sur tout le corridor. Alors nous sommes les seuls et les premières victimes du terre qui ne seront pas relogées. L'État nous a laissés à notre propre sort, en nous ignorant, en refusant de nous appeler, de discuter avec nous, de trouver des solutions. Les travailleurs sont devenus des chômeurs, les pères de famille qui se débrouillaient pour nourrir leurs enfants sont devenus maintenant des mendiants. On n'a plus d'élèves, ce sont devenus des bonnes et des vendeurs d'eau au niveau des territoires. Et tout ça, c'est à cause de l'État. L'APIX nous a marginalisés, nous a réduits à néant. Tout ce que nous demandons, c'est la réparation, c'est que l'État puisse réparer tout ce qu'il nous a causé, tout le tort. Maintenant, tout ce qui nous reste est de faire face à l'État, car nous n'avons plus de solution. Nous n'allons pas dire quand et comment nous allons le faire, mais nous allons faire face à l'État. Nous allons lui montrer que nous avons raison sur ce que nous demandons. La colère des impactés du train express régional de Dakar, Keur Ndiaye Lo, dans la commune de Sangalkam, des jeunes accusent le maire d'avoir vendu l'espace dédié à des investissements à un homme d'affaires. Des accusations qui prennent une autre tournure. 6 jeunes ont été convoqués à la gendarmerie. Leurs camarades ont organisé un rassemblement pour les soutenir. Madi Niang, leur porte-parole, avec Abdou Diouf Diagne. Ces équipements servaient principalement à la construction d'une mosquée, d'un centre, d'un complexe commercial et aussi un espace vert qui était là-bas. Mais maintenant, le maire a pris ces équipements pour le donner à un privé. Il a convoqué 6 de nos compatriotes et nous voulons simplement qu'on les laisse revenir chez nous. Nous interpellons monsieur le maire pour qu'il puisse revenir à la raison. Parce que cet équipement appartient à Keur Ndiaye Lo et la jeunesse de Keur Ndiaye Lo est là pour faire face. Nous sommes prêts à mourir pour récupérer ce qui nous revient de droit. Au niveau de Keur Ndiaye Lo, on n'a plus d'espace vert. On n'a plus rien. C'est seulement cet espace qui reste pour la population de Keur Ndiaye Lo. Donc nous demandons aux autorités de s'enquérir de cette situation et de nous donner gain de cause. La sortie de ces jeunes de Keur Ndiaye Lo qui fait réagir justement le maire de Sangalkam, Alpha Bokar Khouma, balaie d'un revers de la main les allégations et défie ses accusateurs qu'il qualifie d'ailleurs de politiciens encagoulés. Écoutez ce que le maire de Sangalkam a dit au micro de RFM Rufisque d'Abdou Diouf Diagne. C'est un lotissement initié par le maire de Bambilor. Pendant le découpage, une part de Keur Ndiaye Lo faisait partie de la commune de Bambilor. Moi, je parle de ce, je parle pour cela, aucun morcellement. Mais l'administration, c'est une continuité. Quand je suis arrivé, j'ai vu les équipements et un espace vert. Je peux vous dire aujourd'hui que l'espace vert qu'ils réclament est là-bas, c'est 254 mètres carrés. Un nommé par de sec qui habite à Keur Ndiaye Lo, que tout le monde connaît, qui avait un projet d'un centre de formation à hauteur de 150 millions. On a discuté sur le projet et j'ai vu que le projet est un projet très ambitieux. Parce que c'est un projet pour la formation des jeunes en soudure et métallique, ainsi de suite. Donc on a discuté sur le projet, je lui ai fait une autorisation de lotir pour que vraiment le projet puisse être habité dans ce terrain. Mais à ma grande surprise, quand il a démarré les travaux, des jeunes qui habitent à Keur Ndiaye Lo vraiment se sont formés en un collectif s'y opposer. Par ce qui a entamé les travaux et ils ont vraiment enterré certains trous et détruit quelques matériaux qui se trouvaient sur le terrain. Par la suite, c'est par ce qui a porté plainte pour destruction de biens appartenant à autrui. Donc cette plainte-là, cette convocation-là, je n'en ai pour rien du tout. Mais tout ça, c'est de la politique, c'est des manipulations. Et je vous dis ici que personne, je dis, jusqu'à l'extérieur, ne peut sortir un acte qui montre ou bien qui détermine que j'ai vendu X. Ça, c'est pas possible. Alpha Bokar Khouma, le maire de Sangalkam, affaissement du pont de Simal dans la commune de Fimela. Les populations victimes d'un isolement attendent toujours sa réhabilitation. Depuis octobre dernier, d'ailleurs, le pont est fermé aux véhicules. Les habitants très en colère réclament la construction d'un pont moderne. Aminata Goudiaby. Jusqu'ici, il n'y a pas de travaux de réhabilitation, encore moins de construction d'un nouveau pont à Simal. Le pont qui relie Simal au chef-lieu de commune Fimela est fermé à la circulation depuis près de 5 mois. Son état de ruine a empiré. Les usagers prennent
prennent leur mal en patience. Cherngom, acteur de développement. Parce que le pont est tellement dégradé. Et depuis lors, les autorités ne sont pas descendues. On n'a pas vu des autorités qui sont descendues ou bien fait appel à une réunion pour trouver une solution pour la réalisation de ce fameux pont. Et là, les populations sont fatiguées. Parce que vraiment, je crois que l'État, il a oublié Simal. Dans ce village, les habitants souffrent. Les élèves qui vont au lycée de Fimela, situé à quelques kilomètres, subissent également les conséquences de l'enclavement de leur village. Gorgissar est père de famille. Il n'y a que les piétons et motos qui peuvent passer, mais sinon, les gens rencontrent d'énormes problèmes. Ils font les 4 km pour la nationale au niveau de qui quitte Tiofior pour aller à Dangan. Il faut faire encore presque 6 km. Cela veut dire que c'est très difficile en charrette. Les élèves, ils marchent très tôt le matin, ils marchent. Au retour, ils marchent. Donc c'est très difficile en ce moment. De nombreuses promesses de construction d'un pont sur le fleuve de Simal ont été tenues par les autorités, mais jusque-là, aucun acte concret, selon les habitants. Depuis lors, études. Ça fait combien d'années nous devons études? Les habitants de Simal réclament un pont moderne depuis des années. Les jeunes ont tenu à plusieurs reprises des manifestations pour faire réagir les autorités sans obtenir gain de cause, mais les problèmes de mobilité se sont accentués avec la fermeture du pont par les autorités pour des raisons de sécurité. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. Le mouvement des acteurs planétaires du développement qui s'engage à accompagner les femmes pour leur autonomisation. Différents secteurs d'activité tels que l'agriculture ou encore l'élevage sont visés, ce qui entre dans le cadre de la lutte contre le chômage et la pauvreté au Sénégal, mais particulièrement dans le monde rural. Député Maguette Diokh, porte-parole du dit mouvement, au micro de Fatou. Le MIAD, c'est un mouvement qui s'active autour de ce qu'on appelle la transformation des produits locaux. Essentiellement, c'est un mouvement qui s'active au niveau de la transformation des produits locaux. Donc c'est un mouvement qui vise aussi à autonomiser les femmes, à lutter contre la pauvreté, mais à lutter aussi contre le chômage. Pratiquement toutes les délégations sont ici présentes. Il y a la délégation de la Gambie, de la Guinée-Bissau, Kédougou, nos militants de la diaspora. Pratiquement, il y a des activités de transformation, mais qu'on a eu à installer dans quelques communes seulement, comme Ziguinchor, Kédougou, etc. L'objectif, c'est d'aller vers la formation de nos femmes, en tout cas de nos militants ou sympathisants qui s'activent autour du maire. Formation dans l'agrobusiness, dans l'agriculture, l'élevage, la transformation des produits locaux. Nous avons eu à initier quelques activités seulement. Maintenant, à part de l'Assemblée générale de lancement aujourd'hui, on compte vraiment étaler le mouvement un peu partout au niveau du Sénégal. L'objectif, c'est de participer à l'autosuffisance alimentaire par la transformation des produits locaux, essentiellement. Midi 13 minutes, je vous l'annonçais en titre, la gestion des finances publiques qui demeure un sujet de débat récurrent, notamment lors des Gamou. Ça a été le cas au Gamou de Thiénaba. Le calife Serigne Pape Seck Mourtada a insisté sur cette question, exhortant les responsables politiques donc à agir avec intégrité. Nafissa Toundiaye. La publication des rapports sur la gestion des finances publiques continue d'alimenter les débats à tous les niveaux. Lors du Gamou de Thiénaba Kadior, cette question a occupé une place centrale dans les discours prononcés. Le calife Serigne Pape Seck Mourtada, fils de Serigne Madické Seck, a interpellé les responsables politiques, les appelant à la raison et à une gestion intègre des ressources publiques. Toute personne qui se voit confier la gestion de l'argent du contribuable doit impérativement le gérer avec transparence, car un jour, devant Dieu, tout le monde va répondre. Mais malheureusement, les gens ne gèrent plus les ressources publiques avec intégrité, ce qui est à éviter. Selon lui, seul le travail peut libérer l'individu, prenant en exemple la vie et les enseignements des prophètes. Tout le monde doit se mettre au travail pour se libérer avant tout. Par exemple, Adam fut un grand agriculteur. Nos prophètes avaient tous un métier, tel que Idriss qui fut tailleur, Souhaïbou pratiquait l'élevage, Mam Ahmadou Ndak, mon grand-père aussi, fut maître coranique et agriculteur en même temps, et tant d'autres modèles. Donc les gens doivent travailler. L'événement s'est déroulé dans une parfaite ambiance, en présence de Serigne Assane Seck, calife général de Thiénaba, de hautes autorités de l'État, ainsi que des représentants
représentants de l'administration et des chefs de service du département de Kébémer. Nafissatou Ndiaye, Thiénaba Kadior, Radio Futur Média. Je vous l'annonçais, le monde du travail qui garde espoir et dit attendre beaucoup de la rencontre du 27 février prochain avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Parmi les exigences, la préservation des acquis et la revalorisation du statut du travailleur. Awambaye s'est entretenu avec quelques responsables de centrales syndicales. Une rencontre tant attendue par les organisations syndicales, dont la CSA, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Son secrétaire général dit attendre du gouvernement beaucoup de réponses sur des questions d'actualité qui intéressent le monde du travail. Eliman Diouf. Pensons que ce sera l'occasion, en tout cas pour le Premier ministre, de nous dire où est-ce qu'il veut aller avec le monde du travail. Pour le respect des libertés syndicales, l'ensemble des travailleurs injustement licenciés, comment les régulariser, comment faire en sorte que la restructuration de l'ensemble des entreprises publiques et parapubliques en difficulté se fasse, sauvegarder en tout cas le maximum des avantages acquis des travailleurs, faire en sorte de faire respecter en tout cas les accords qui ont été signés, tant pour la fonction publique que pour certaines entreprises parapubliques, travailler maintenant à faire en sorte que le pouvoir d'achat soit amélioré. La CNTS, à travers son secrétaire général adjoint, espère une réaction du Premier ministre face au front social, dont la principale préoccupation est la protection sociale des travailleurs. Lamine Fall. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui en ordre de bataille dans beaucoup de secteurs. Et on a fait le grand front syndical pour la protection du travail, dans le sens où, effectivement, nous nous attendons à ce que les autorités réagissent. Nos attentes, je pense que fondamentalement, c'est la satisfaction de nos revendications. Dans tous les secteurs, vous le savez, il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui qui sont menacés. On licencie à tour de bras. Une ouverture des négociations, c'est le souhait de la CNTS FC, Cheikh Diop, le secrétaire général. Nos attentes sont connues. Nous avons déposé une plateforme minimale, ensuite élargie à l'ensemble des centrales syndicales du Sénégal. Et donc nos attentes, c'est d'ouvrir des négociations autour de nos préoccupations qui sont aujourd'hui très très pressantes. La CNTS FC risque de manquer à ce grand rendez-vous du 27 février. À la même date, son secrétaire général doit participer à un symposium international en Côte d'Ivoire. Cheikh Diop a même écrit aujourd'hui au Premier ministre pour un report de cette rencontre au 1er mars 2025. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Georges Déthié. Bonjour Georges. Bonjour Barthélémy. Côte d'Ivoire, d'abord, la France a rétrocédé sa base militaire de Port-Boué à l'armée ivoirienne. La base qui accueille jusque-là le 43e bataillon français d'infanterie de marine. La cérémonie de rétrocession s'est tenue en présence des ministres de la Défense des deux pays. Neynoubé Diop. Sébastien Lecornu et Téné Ibrahima Ouattara ont signé un document actant la rétrocession du 40e bataillon d'infanterie et de marine. C'est une séquence symbolique très forte avec la rétrocession de ce camp aux armées ivoiriennes. Cela se fait dans des conditions exemplaires, en toute cohérence et en toute maturité de notre relation, affirme à l'AFP le colonel Damien Mirval, attaché de défense français à Abidjan. La coopération militaire continue avec la France. Il n'y a pas de rupture, a affirmé à l'AFP le ministre ivoirien de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara. Il assistait ce matin avec son homologue français, Sébastien Lecornu, à la cérémonie de rétrocession de la base abritant le 40e bataillon d'infanterie et de marine. À cette occasion, le camp est rebaptisé au nom de Thomas Dakin Ouattara, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Une plaque à son effigie a été dévoilée. Ces dernières semaines, une petite centaine de parachutes ivoiriens a déjà pris ses quartiers dans ce camp situé près de l'aéroport et plusieurs exercices communs ont été menés. Cette rétrocession annoncée le 31 décembre par le président ivoirien Alassane Ouattara est le résultat d'un processus initié il y a 2 ans entre les deux pays et répond à la volonté de la France de réorganiser son dispositif militaire en Afrique. La France, toujours Total Energy, qui poursuit son désengagement d'Afrique de l'Ouest. Selon APA News, le groupe pétrolier français a annoncé avant-hier la vente de ses actifs au Burkina à Coris Investment Group, une entreprise dirigée par l'homme d'affaires burkinabé Idrissa Nassa. Cette annonce fait suite à la cession en janvier de ses activités au Mali à Koli Energy Mali en partenariat avec
Bénin Petro SA. Au Niger, les militaires pourraient rester encore longtemps au pouvoir. Les consultations nationales ont proposé une transition renouvelable. La commission chargée de l'organisation de ces consultations nationales a rendu publiques ses conclusions. Salimata Ao. C'est hier que la commission a présenté les conclusions des travaux avec un accent particulier sur la durée de la période de transition. Les délégués ont proposé une durée de 5 ans renouvelable. Selon le président de la commission, le choix souverain des délégués repose sur la nécessité d'établir une période suffisamment longue pour permettre une refondation solide, assurant ainsi les bases d'une véritable indépendance et d'une souveraineté totale dans tous les domaines économiques, politiques, sociaux et culturels. Cette annonce s'inscrit dans un processus de réforme structuré autour de 5 axes principaux. Nos travaux ont été organisés autour de thématiques essentielles, a précisé Mamoudou Aruna Dingare, énumérant la paix, la sécurité et la réconciliation nationale comme premier axe, suivi de la refondation politique et institutionnelle, l'économie et le développement durable, la géopolitique et l'environnement international et enfin la justice et les droits humains. Une autre décision importante concerne la terminologie employée. Le président indique que les assemblées nationales ont recommandé l'adoption du terme charte de refondation au lieu de charte de transition et l'avant-projet sera bientôt remis aux plus hautes autorités. Ce document cadre va préciser les organes de la refondation, les valeurs, principes et missions qui guideront cette période historique pour le Niger. Ces consultations nationales s'inscrivent dans le cadre du processus de reconstruction du pays entamé après le changement politique de juillet 2023 et visent à relever les défis sécuritaires et politiques majeurs auxquels le Niger fait face. La commission propose aussi la possibilité pour les dirigeants des organes de la refondation de se présenter aux futures élections. Et puis nous évoquons à présent cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en République démocratique du Congo. Aucune décision concrète n'a été prise alors que la République démocratique du Congo continue de réclamer des sanctions contre les rebelles du M23 et le Rwanda. Lors de la réunion, la ministre des Affaires étrangères congolaise s'en est pris au Conseil de sécurité de l'ONU. Thérèse Kayikwamba-Wagner, propos recueillis par RFI. Ce conseil qui observe, ce conseil qui condamne, mais ce conseil qui n'agit pas. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle sous le regard de ce Conseil. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Le temps des compromis interminables est révolu. Il est temps d'agir. Une délégation congolaise comprenant le haut représentant du président Tshisekedi était à Nairobi dans l'objectif de discuter des options pour désamorcer la crise dans l'est de la RDC. La délégation a été conduite par l'ancien vice-président et député Lambert Mene. Il a aussi été question des mesures à envisager dans le cadre des décisions prises lors du sommet conjoint EAC-SADC de Dar es Salaam et de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba. Le Moyen-Orient, pour terminer, le Hamas a remis ce jeudi au Comité international de la Croix-Rouge 4 cercueils censés contenir les dépouilles d'otages à Gaza. Les corps ont ensuite été transférés en Israël. Merci beaucoup Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Réduction annoncée du train de vie de l'État, quel impact et sur quel levier appuyer pour sa mise en œuvre? Élément de réponse avec nos deux intervenants dans la rubrique Point de vue. Nous serons avec Pathé Ndiaye, expert en management, ancien directeur général du bureau organisation et méthode Le Baume, et Mamadou Anne, expert en gestion et management, enseignant à l'école supérieure polytechnique de Dakar. RFM Sport. Bienvenue Youssouf Boyon. Merci beaucoup Barthélémy. Préparation de la Coupe du monde de beach soccer. Le Sénégal affronte à nouveau les îles Seychelles. Le deuxième match va se jouer cet après-midi à 16h30 à la plage de Djamalaï où l'équipe du Sénégal a battu donc hier celle des Seychelles par 10 buts à 3. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, demi-finaliste de cette Coupe du monde, a toutefois des problèmes pour trouver des adversaires, notamment européens. Le sélectionneur Oman Gala Silla que je propose de suivre.
Tout d'abord, permettez-nous de remercier les Jules Seychelles. Ce n'était pas du tout évident d'avoir des matchs amicaux. Aujourd'hui, on a vu toutes les difficultés qu'on a eues sur la planification pour jouer des matchs amicaux. Cette période-là, normalement, on devrait jouer avec le Japon et après avec le Portugal. Après dernière minute, le Portugal part à Salvador pour un tournoi. Donc il y a le Japon aussi qui prépare sa qualification pour la Coupe du Monde. Et après, il ne fallait pas rater cette date. Donc il fallait trouver les îles Seychelles. Donc c'est pourquoi ce soir d'abord. Et ensuite, vraiment, on les a demandé tardivement. Alhamdoulilah, ils ont répondu. Aujourd'hui, les grandes nations, aujourd'hui, vous voyez la Mauritanie qui part. À ce moment-là, ils sont en train de jouer en Espagne. Nous, on demande l'Espagne, ils refusent. On demande le Portugal. Et après, voilà, dernière minute, ils nous faussent. Nous, on a des difficultés pour jouer des matchs amicaux avec des grands clubs. Ce n'est pas notre niveau, c'est au niveau des autres équipes. Parce que c'est la bonne guerre. Parce qu'on ne va pas aider les Sénégalais à progresser. Donc l'Italie, le Japon, le Portugal, pour ne citer que cela, ils refusent toujours de jouer avec nous. Et nous, on contente toujours de ce qu'on a. En tout cas, la fédération est prête. D'ailleurs, dans les jours à venir, il y a un autre programme. Normalement, on devrait aller au Maroc pour le mois de Ramadan. Espérons qu'on va trouver des partenaires là-bas pour se préparer encore. Omar Ngala Sylla, en attendant donc le Sénégal qui affronte à nouveau les Seychelles cet après-midi à 16h30. Les Seychelles qui vont accueillir la prochaine Coupe du Monde de beach soccer au mois de mai prochain, Barthélémy. La Jeanne d'Arc de Dakar a un nouveau président, Youssouf. Il se nomme Joseph Gabriel Sambou, inspecteur de la CAF et expert consultant de la FIFA en infrastructure de football. La nouvelle équipe appelle tous les sympathisants de la vieille dame à l'union. Cheikh Tidiane Diagne. Exit Issamboup, Joseph Gabriel Sambou prend le relais. Il est désigné depuis hier président de la Jeanne d'Arc de Dakar pour un mandat de 4 ans. Le président sortant invite à l'union des cœurs. Vous avez entendu les uns et les autres, tout le monde est pour l'union. Nous n'avons jamais eu quand même de graves dissensions entre nous. Bon, nous avons eu peut-être des divergences de points de vue à certaines occasions, mais quand même la Jeanne d'Arc ne s'est jamais scindée en plusieurs morceaux compte tenu de ces différences-là. Ce qu'il faut souhaiter simplement, c'est que tout le monde se saigne les reins, tout le monde se donne la main pour que nous retrouvions très très rapidement la place qui est la nôtre. Le comité directeur composé de 33 membres a élu le président, ce dont se félicite Adam Bey qui en fait partie. Il est plein d'espoir. Je suis fils de la Jeanne d'Arc aussi et depuis tout petit j'étais fan de la Jeanne d'Arc, supporter de la Jeanne d'Arc. Aujourd'hui je suis là, je suis que fier et ça va aller Inch'Allah. La GIA, également appelée la vieille dame, est l'ancêtre des clubs sénégalais, mais depuis quelques années elle a touché le fond, tombant presque dans l'oubli. Le bureau nouvellement mis en place compte raviver la flamme de ce club centenaire. Pour dire que le chantier est immense, Cheikh Tidiane Diagne, pour ce nouveau président de la Jeanne d'Arc, Youssouf. La Guinée équatoriale qui va accueillir les prochains championnats du monde de taekwondo. Une première sur le continent africain, le pays d'Obiang Nguema qui est donc prêt à relever le défi selon le président de sa fédération de taekwondo qui était en visite à Dakar. Il s'appelle Néné Ngao Goma Raphaël, il est au micro de Malal Junior Diagne. Je suis porteur d'un message qui est envoyé son Excellence le ministre d'État chargé de l'éducation et du sport auquel il ressort l'acceptation du gouvernement équato-guinéen et l'acceptation des chefs d'État de la Guinée équatoriale, son Excellence Obiang Nguema Bazogo, sur la réalisation d'une grande manifestation sportive mondiale en Guinée équatoriale. Ça va être la première fois que l'Afrique aberge cette envergure et ce type de compétition au niveau africain. Donc c'est avec la joie que son Excellence président de la République, en tant que panafricaniste, a accepté bien aberger cette compétition en honneur à la jeunesse africaine, en honneur à la jeunesse équato-guinéenne. Avant tout, la Guinée équatoriale a abergé aussi, pour la première fois au niveau du pays, une grande compétition qu'on appelle le Président Cup et Malabo Open, qui a été classé aux études au niveau de la Fédération mondiale. Et la Guinée équatoriale aussi a été champion aux médailles d'or à cette compétition. C'était donc Néné Ngao Goma Raphaël, le président de la Fédération équato-guinéenne de taekwondo, la Guinée équatoriale, donc qui va accueillir les championnats du monde de taekwondo. Vous entendrez dans nos prochaines éditions le secrétaire général de l'Union africaine de taekwondo, le champion Balla Dièye, qui recevait donc l'envoyé spécial du président de la République de la Guinée équatoriale. Merci beaucoup Youssouf Bodian. RFM, la radio de toute l'actualité.
Le dossier de ce midi, la diplomatie sénégalaise, elle n'est plus ce qu'elle était il y a juste quelques années. Le constat est que le Sénégal peine désormais à s'imposer au niveau des instances de la sous-région et même au-delà. Qu'est-ce qui s'est passé au point que notre pays perd donc sa notoriété au plan international? RFM a donné la parole sur cette interrogation à un enseignant-chercheur en sciences politiques et à un ancien ambassadeur. Ils se sont confiés à Seydou Nourouba. C'est le dossier du journal. Mamadou Lamine Sarr, enseignant-chercheur à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, donne sa position sur la diplomatie sénégalaise ces dernières années. Selon lui, de 2021 à 2023, le Sénégal a connu des remous bien politiques qui ont fait que sa diplomatie a vécu des difficultés. Il s'explique. Force est de reconnaître par exemple la dimension de Senghor ou de Abdoulaye Wade n'est pas la même, ou n'a pas été la même que celui par exemple de Macky Sall. Ce n'est pas une injustice à l'ancien président, mais les personnalités sont différentes. Et comme on est dans un système présidentiel qui porte à la diplomatie, donc s'il y a un changement de personnalité ou en tout cas une action qui n'est pas portée à la hauteur, ça peut avoir des implications sur la diplomatie. C'est sûr qu'on peut attendre mieux du Sénégal sur beaucoup d'aspects, que ce soit en matière d'intégration régionale. Mais je pense que la nouvelle présidence a un peu impulsé des choses intéressantes, notamment dans la crise de la CEDEAO. Donc il y a encore cette reconnaissance du Sénégal comme pays diplomatiquement important dans la région et au niveau international qui est encore là, on a cette image-là. Et donc c'est à nous de capitaliser sur ça. Et ça commence d'abord par le choix des hommes et des femmes qui représentent la diplomatie, qui travaillent dans la diplomatie. Seydina Oumar Sy, ancien ambassadeur, ancien ministre des Affaires étrangères, voit autrement. La diplomatie sénégalaise, à l'heure actuelle, ne peut être critiquée. Et la raison est toute simple. L'importance que les gens portent au Sénégal n'a pas baissé. Le Sénégal est dans une trajectoire qui est bonne et il faut appuyer ça. Et pour le moment, les personnes qui sont nommées sont vraiment bien outillées pour appuyer l'orientation que le gouvernement veut bien imprimer à sa démarche sur le plan international. Devons-nous aujourd'hui parler d'une diplomatie sénégalaise qui se cherche ou s'agit-il réellement d'une diplomatie qui continue de s'imposer dans le reste du monde? Les avis restent bien différents. Avant d'aller au bureau, avant de commencer votre journée et que vous dégusterez tout au long de la journée, voilà ce qu'il vous faut. Le café Toraldo. Du pur Arabica, les meilleures graines sélectionnées par des experts du café. Existe en capsule ou en emballage classique. Une expérience de dégustation exceptionnelle à faire vibrer vos papilles. Découvrez la diversité des cafés Toraldo. À chacun son Toraldo. Pour vos commandes, appelez au 78 717 11 11 ou au 76 456 12 13. Nos produits sont disponibles partout au Sénégal. Le must du café, c'est les cafés Toraldo. Café Toraldo, le must du café, vous offre la revue de presse. C'est avec Youssouf Bouillon. Bonjour. El Hadj Elimane Ndour est décédé hier à l'âge de 98 ans. Un sage s'en va, s'exclame l'observateur qui estime que le patriarche a laissé en héritage la dignité, l'humilité malgré la célébrité de son fils Youssou Ndour. Le journal le décrit comme un père exigeant, un guide bienveillant pour qui l'éducation et les valeurs familiales étaient sacrées. La Médina perd un grand notable toujours disponible pour sa communauté. La communication du gouvernement, l'austérité et les grèves, la crise de confiance s'installe, constate enquête qui note que les hôpitaux et universités sont à l'arrêt. Les syndicats exigent un partage équitable de l'effort face aux mesures d'austérité annoncées. Ils dénoncent aussi une absence de concertation qui renforce la tension. Face à cette situation économique morose, le président Bassirou Diomaye Faye appelle au dialogue. Selon le quotidien, il demande au Premier ministre de tenir des concertations avec tous les acteurs sociaux. Le 27 février sera le premier tour de table, renseigne Le Soleil à sa une. Selon l'astre de Anne, le Premier ministre a annoncé hier en Conseil des ministres que la dite rencontre sera le point de départ d'un dialogue inclusif, franc et patriotique avec les syndicats, les organisations d'employeurs et la société civile. Une autre annonce du Premier ministre rapportée par les Échos, Sonko promet une réduction du train de vie de l'État.
Il s'engage aussi à la réduction des dépenses publiques. Justement, à propos de la maîtrise des finances publiques, le président Bassirou Diomaye Faye commandite un programme spécial. Dans l'e-quotidien, le chef de l'État explique qu'il veut renforcer la crédibilité de notre système économique, budgétaire, financier et comptable. Il demande ainsi au Premier ministre d'engager des concertations avec toutes les forces vives de la nation. Ce qui fait dire à Direct News que la large concertation nationale s'impose au duo Diomaye-Sonko. D'autres concertations qui ont eu lieu en urgence hier, c'est entre le CNG et les promoteurs de lutte. Des discussions qui ont abouti à des mesures pour sauver la lutte, annonce Vox Populi. Désormais, le premier combat préliminaire va démarrer à 16h30 et la grande affiche au plus tard à 19h. Le journal ajoute qu'aucun promoteur ne pourra produire plus de 22 000 billets. L'AS considère que le CNG se met à 4 appuis. Le CNG et les promoteurs se plient devant la police, estiment les Échos, qui ajoutent qu'aucun lutteur ne sera à l'avenir accompagné lors des face-à-face, une lettre de demande de grâce envoyée au ministère de l'Intérieur. C'est déjà le dégel selon l'Observateur qui annonce une rencontre entre le CNG et les ministères des Sports et de l'Intérieur. Tribune Sport considère que le CNG joue aux médecins après la mort. Trafic de drogue sur l'axe Maroc-Sénégal, l'OCRTIS casse la filière des micro-ondes, révèle Libération. Le journal raconte comment un GP qui a trouvé curieux que son client veuille acheminer un micro-ondes au Sénégal a démonté l'appareil dans lequel était planqué 1 kg de hashish. En sport, football, Record s'intéresse à l'affiche de gala qui va opposer le Sénégal à l'Angleterre le 10 juin en amical. The Remake s'exclame le journal qui fait allusion au match qui a opposé les deux sélections en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde, match remporté par les Three Lions. Bonne lecture à tous. Avant d'aller au bureau, avant de commencer votre journée et que vous dégusterez tout au long de la journée, voilà ce qu'il vous faut. Le café Toraldo, du pur Arabica, les meilleures graines sélectionnées par des experts du café. Existe en capsule ou en emballage classique. Une expérience de dégustation exceptionnelle à faire vibrer vos papilles. Découvrez la diversité des cafés Toraldo. À chacun son Toraldo. Pour vos commandes, appelez au 78 717 11 11 ou au 76 456 12 13. Nos produits sont disponibles partout au Sénégal. Le must du café, c'est les cafés Toraldo. Café Toraldo, le must du café, vous a offert la revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Midi 37 minutes, point de vue. Réduction annoncée du train de vie de l'État. Quel impact et sur quel levier appuyer pour sa mise en œuvre? Élément de réponse avec nos deux intervenants. Nous sommes avec Mamadou Anne. Monsieur Anne, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en gestion et management, enseignant à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Nous devons être également avec Patenyaï, mais apparemment il n'est pas encore en ligne. Je vous laisse la parole alors, Monsieur Anne Mamadou. Le chef de l'État, le Premier ministre, hier en Conseil des ministres justement, a annoncé une réduction du train de vie de l'État pour faire face aux défis économiques actuels, surtout avec cette déclaration du chef de l'État qui dit que le Sénégal, qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre. Alors, est-ce que vous pensez que c'est la bonne proposition, c'est une bonne proposition, réduire le train de vie de l'État pour faire face aux défis? Alors, il faut remonter à l'historique de tout cela. Parce qu'en fait, quand vous n'avez pas beaucoup de ressources, il faut optimiser ce que vous avez. Si on voit bien les rapports qui sont sortis, et ces rapports ont indiqué qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans une situation très compliquée, économiquement quasiment chaotique. Parce que quand votre dette représente aujourd'hui 99,67% de votre PIB, ça veut dire que vous n'avez quasiment... Il y a problème. Il y a un gros problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir chercher des ressources. Et ces ressources, il faut les chercher d'abord en interne. Il ne faut pas chercher il faut chercher à gagner en interne. Alors, et c'est ça que le Premier ministre dit. Comment aujourd'hui on va commencer pour chercher des ressources en interne? C'est d'optimiser. Rendre nos dépenses tout ce que l'on fait de façon que ça soit beaucoup plus efficace et efficient. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est une des solutions, c'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions pour permettre à l'État, qui a peu de marge dans le domaine financier, d'avoir des ressources qui leur permettent aujourd'hui de faire face aux réalités qui sont là, parce qu'il faut faire face à tous les dépenses, surtout à eux qui ont un projet pour développer aujourd'hui le Sénégal. Ils ont besoin de ressources. Et ces ressources dont ils doivent chercher ce qu'on appelle toutes les niches où ils peuvent trouver les ressources. Ils doivent
chercher. Donc, Oui, il faut chercher des ressources, mais tout de suite des ressources internes. Et il y a également une baisse de certains des salaires de certains fonctionnaires qui a été annoncée. Est-ce que là aussi vous pensez que c'est une pertinente proposition, le fait de baisser les salaires de certains fonctionnaires? Oui, ça dépend, parce que là, ça peut créer des problèmes. Parfois, vous créez une solution qui devient un problème. Ça peut être très, très problématique, le fait de baisser les salaires. Mais il y a des salaires qui doivent baisser. Il y en a qui en ont. Il faut maintenant une discussion, n'est-ce pas, vraiment très bien orientée. Mais moi, je trouve que le mieux, c'est quoi? C'est aussi chercher tout ce que l'État. Je pense que le Premier ministre a parlé tout dernièrement des avantages que les gens, ces fonctionnaires ont pour voyager, prendre des billets qui coûtent beaucoup plus cher, les avantages qu'on leur donne. Comment aujourd'hui optimiser tout cela? Et aussi, ça ne s'arrête pas là, il y a aussi autant d'agences au Sénégal, il y a tellement d'agences qui ont recruté énormément de personnes qui en réalité n'amènent rien au Sénégal. C'est du personnel politique, ce qui fait que ça n'a pas de sens dans la situation où on est. Puisqu'on a besoin de ressources, il va falloir commencer à voir comment optimiser toutes ces agences-là. Je donne l'exemple seulement de Sénélec. Aujourd'hui, vous avez Sénélec, vous avez beaucoup de structures qui tournent autour de la Sénélec, sans compter que toutes ces structures ont un budget, ont un personnel, un siège, avec tout ce que ça impacte comme charge. Mais c'est lourd. C'est maintenant toutes ces choses-là qu'il va falloir revoir pour pouvoir optimiser nos ressources et permettre de leur investir dans des domaines beaucoup plus productifs et faire même de nos structures des structures qui ne vont plus être des gouffres financiers pour l'État, parce qu'en réalité, c'est ce que l'on a. On a des structures qui, en réalité, n'amènent pas de performance, mais sont devenues des gouffres financiers. Alors, il faut... Voilà. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Anne Pathé Ndiaye est avec nous. Monsieur Ndiaye, bonjour. Apparemment, il est reparti. Alors, je reviens à vous. Alors, monsieur Anne, c'est vrai que Momandao a demandé au gouvernement d'intervenir sur la commande publique pour essayer d'avoir des ressources. Ça peut régler la situation? Ça peut être un début de solution? Oui, c'est une des solutions. Parce qu'aujourd'hui, quand vous optimisez cette commande publique, ça veut dire que chacun commande. Ça veut dire que quand vous commandez en grande quantité, vous pouvez négocier sur les prix et les baisser. Et en termes de temps, de logistique, vous gagnez énormément d'argent. C'est une des solutions, ce n'est pas la solution seulement. Comme j'ai dit, il y a plusieurs niches. Et cette commande publique est une des niches. Ça permet même de négocier. Justement, à part cette commande publique, sur quel autre levier l'État pourrait s'appuyer? C'est ce que je viens de dire. C'est toutes ces structures qui existent un peu partout, les agences qui pullulent, parce que moi, c'est ce que je pensais. Je pensais qu'avec l'État, on va éliminer beaucoup d'agences et permettre même au ministère d'être beaucoup plus efficace. Parce que vous avez un ministère qui est là, derrière, il y a des centaines d'agences autour. Et ça limite l'efficacité même de ce ministère. Donc, c'est diminuer toutes ces agences-là avec tout ce que ça représente en termes de charges et qui ne sont pas productifs en termes de temps. C'est-à-dire identifier, il faut un diagnostic organisationnel qui permet d'identifier toutes ces structures qui, en réalité, n'ont rien, ils n'amènent rien dans l'escarcelle économique du Sénégal. Comment les identifier? À partir de là, prendre les mesures qui consistent soit à les éliminer, soit à les restructurer de telle sorte que ces structures puissent aujourd'hui permettre à l'État de gagner de l'argent. Et ça passe par des diminutions certainement de certaines personnes qui aujourd'hui l'État ne peut plus supporter. Ça passe aussi par peut-être quelque part l'élimination de certains salaires qui coûtent très cher à l'État et aussi des avantages qui en réalité n'ont pas d'impact économique réel sur l'État du Sénégal. Je ne m'arrête même pas là. Il y a aussi le fait que le Sénégal, c'est un pays qui a énormément d'ambassadeurs. On en a beaucoup, et alors que ça n'a pas d'impact. Quand vous mettez des ambassadeurs quelque part, ils doivent être utiles. Vous leur donnez, vous leur payez, vous payez leurs femmes, vous payez tout ce qu'il y a, alors qu'ils n'ont pas. Il faut que ça change, il faut qu'on restructure même dans ce domaine-là. Sauf que là, sur cet aspect aussi, on peut dire que le Sénégalais, naturellement, est un voyageur partout. Ils sont partout et ils ont besoin d'avoir les autorités à leur côté. Mais absolument, il y a un mécanisme qui consiste à mettre des bureaux qui leur permettent de faire leur activité.
Mais ces ambassadeurs-là, moi je dis qu'il faut les rationaliser et voir même leur utilité. Parce que moi je trouve que quand vous mettez un ambassadeur quelque part, il faut l'évaluer tout le temps. En termes d'impact, quel est l'impact? Parce que quand on le met quelque part, c'est pour aujourd'hui que le gars puisse nous amener puisse vendre le Sénégal. Ça veut dire permettre aux opportunités qui sont au Sénégal, amener des investisseurs et permettre aux Sénégalais qui sont ici d'aller profiter de ces investissements. Et optimiser, ça veut dire que prendre les pays où aujourd'hui on a intérêt, continuer les ambassadeurs là-bas, et les pays dont on n'a pas intérêt, mettre des bureaux, qui nous permet de pouvoir, les Sénégalais qui y sont, peuvent avoir les services dont ils ont besoin, mais au lieu de mettre des ambassades partout, avec tout ce que ça représente en charge, tout ça doit être revu parce qu'on est dans un monde économique, dans une dimension d'optimisation des ressources. Donc il faut limiter le maximum possible les dépenses publiques. Absolument. C'est une nécessité actuellement là où on est, c'est une nécessité. Oui, mais est-ce qu'avec l'avènement des ressources naturelles, je veux dire le pétrole, le gaz, on peut espérer avoir ça peut être une bouffée d'oxygène, non? Mais absolument, ça c'est une réalité. Bon, maintenant, je pensais que le président de la République, le Premier ministre, parlait de renégociation des contrats. Oui, ça aussi, ça fait partie de ce qui peut permettre au Sénégal de gagner plus. Comment on peut, parce que c'est possible toujours de renégocier. On a toujours les leviers qui nous permettent, même si ce sera difficile, de renégocier. Parce qu'on a réellement besoin, là où on n'a pas de marge, ça peut être, comme vous l'avez dit, un vrai bouffée d'oxygène pour le Sénégal. Parce qu'on a besoin de ressources, et tout le monde sait ce que représente autant le pétrole et le gaz en termes de ressources. Si c'est bien géré, si c'est bien renégocié, et ça peut être très intéressant. En même temps qu'on peut aussi l'utiliser. Parce que si vous prenez la balance commerciale du Sénégal, c'est déficitaire à cause quasiment le déficit de notre balance. La majorité vient de l'importation de pétrole, de gaz, etc. Aujourd'hui, on a ces ressources. Ça peut diminuer aujourd'hui. Ça peut diminuer ce déficit qu'on a dans ce domaine et permettre de l'investir au Sénégal. Donc, c'est un vrai bouffée d'oxygène pour l'État qui ne va plus mettre autant d'argent pour aller acheter du gaz, du pétrole. Ce sera, n'est-ce pas, le sens contraire. Et ça va être très intéressant. Comme vous l'avez dit, c'est un vrai bouffée d'oxygène pour nos pays. Pour nos pays. Merci beaucoup. Merci Mamadou Anne, expert en gestion et management, enseignant à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Toutes nos excuses, Pathé Ndiaye, nous avons essayé, mais sans succès. Pathé Ndiaye qui devait donc être avec nous, expert en management, ancien directeur général du bureau organisation et méthode. Toutes nos excuses, peut-être qu'on va le retrouver dans le Wolof. Ce sera donc dans un peu moins de 13 minutes. Un journal qui vous sera présenté par Fama Dione. Mesdames, Messieurs, merci. C'était le midi, présenté par Barthélémy Go, mise en onde de Kaderlo, réalisation à Wambaï, chef d'édition Mama Soukan. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. L'info revient à 13h avec Fama Dione.